C'est en Phénicie, actuel Liban, que naît l'alphabet phénicien vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Selon la légende, c'est Cadmos qui aurait introduit l'alphabet phénicien en Grèce. Cadmos était le fils du roi Agénor, roi de Tyr, une ville se trouvant en Phénicie. La sœur de Cadmos, Europe, aurait été séduite par Zeus qui se serait transformé en taureau et l'aurait enlevée. Le roi Agénor envoie alors son fils Cadmos à la recherche de sa fille, avec l'interdiction formelle de revenir sans elle. Les recherches étant vaines, Cadmos n'osa pas retourner à Tyr. C'est à Thèbes, en Grèce, que l'on retrouve ses dernières traces, où il y a construit une forteresse, la Cadmée. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution des lettres et de la correspondance entre la forme des lettres et l'environnement, selon la théorie de Thierry de Mortain. La lettre A. En phénicien, la première lettre de l'alphabet s'appelle Aleph, qui veut dire bœuf. Elle représente une tête de bœuf avec ses cornes. Puis, dans l'alphabet grec, elle a évolué et est devenue la lettre alpha, mais cette fois avec la pointe vers le haut. Pourquoi ? Pour l'expliquer, il faut représenter la lettre alpha comme en 3 dimensions. C'est alors un cône dont le trait horizontal du milieu sépare la partie inférieure de la partie supérieure. Mais alors que représente la lettre alpha ? Cela vous rappelle-t-il une montagne ? Nous nous rapprochons. Pour savoir ce que représente réellement la lettre alpha, voici comment y parvenir. Que représente cette photo ? Vous l'avez deviné ? Il s'agit de l'acropole à Athènes. L'acropole d'Athènes est un plateau rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville d'Athènes. Mais que veut dire le mot acropole ? Il est composé du préfixe akron qui veut dire en haut, au sommet, et du mot polis qui veut dire ville. L'acropole est donc la ville au sommet. On s'aperçoit alors que le mot akron a une propriété particulière, à savoir que sa première lettre, alpha, est un pictogramme du mot, c'est-à-dire une représentation simplifiée du mot A comme akron. A représente donc le sommet, ce qui est en haut, et cela dans plusieurs mots grecs. Ce qui explique qu'au cours du temps, le A a orienté sa pointe vers le haut. Simple, n'est-ce pas ? La lettre pi. La lettre pi vient du phénicien P qui veut dire bouche. Seulement voilà, le mot bouche se dit stoma en grec et donc commence par le son S. On ne peut donc pas utiliser le P phénicien pour représenter le P en grec. La lettre P subit donc de nombreuses transformations en grec au fil du temps. De la forme arrondie de la lettre pi en grec passe progressivement à une forme beaucoup plus géométrique et anguleuse. On dit même que le petit trait vertical dans la phase intermédiaire permettrait de distinguer la lettre pi vis-à-vis de la lettre gamma. La lettre pi prend une forme définitive avec 2 traits verticaux surmontés d'un trait horizontal qui dépasse un peu de chaque côté, à droite et à gauche. Mais alors que peut donc bien représenter cette lettre pi qui a été adoptée par les Grecs dans l'alphabet ionien de 403 avant Jésus-Christ ? C'est un alphabet que les Grecs ont adopté suite à la guerre de Péloponnèse qui déchira la Grèce. Cette porte est la porte d'Hélione à Mycène. On remarquera qu'elle est constituée de 2 piliers verticaux surmontés d'un linteau horizontal qui dépasse un petit peu de chaque côté, à droite et à gauche. Le mot porte en grec se dit pulé. Ainsi, on se retrouve avec un nouveau mot qui a comme pictogramme son initiale, pi, comme pulé. Simple, n'est-ce pas ? On appellera acropictographique un mot qui admet son initiale comme pictogramme. La lettre pi, au-delà de représenter une porte, représente aussi symboliquement la démocratie grecque. C'est en effet dans les cités grecques que se développe la civilisation antique. Une société constituée d'élus du peuple, comme des religieux, des philosophes, des militaires, des physiciens, des mathématiciens ou encore des médecins. Enfin, il est à noter que le mot pulé est aussi une porte de temple. Donc la lettre pi est également une représentation symbolique de la religion. La lettre Y. L'alphabet phénicien est un abjad, c'est-à-dire qu'il n'est constitué que de consonnes.
Par conséquent, les Grecs ont inventé des voyelles, le plus souvent en transformant une consonne en voyelle. C'est le cas des lettres A, E, I et O. Pour le son U, les Grecs ont inventé une voyelle qui est la lettre Y. Que pourrait donc bien représenter cette lettre sortie de nulle part? Selon certaines sources, notamment le dictionnaire Hattier, il pourrait s'agir de la représentation de la fleur de jacinthe, puisque jacinthe se dit Hyacinthos. Mais on pourrait voir aussi la représentation du mot ustera, qui veut dire matrice, sexe, bas-ventre, et qui donna plus tard le mot utérus. Passons maintenant aux lettres rondes. D'abord, la lettre O. Cette lettre se dit haïn en phénicien. C'est bien sûr une consonne. Haïn veut dire œil en phénicien et aussi en arabe. Mais par quel mystère cette consonne se transforme-t-elle en voyelle en grec? D'abord, comment dit-on œil en grec? Tout simplement ophtalmos. Nous sommes beaucoup à être déjà allés voir un ophtalmo pour nos problèmes d'yeux. On comprend alors que le passage d'une consonne phénicienne à une voyelle grecque se passe au travers d'un invariant pictographique. La lettre ronde haïn en phénicien et la lettre ronde omicron en grec représentent toutes deux un œil. En plus de la lettre omicron, il y a deux autres lettres grecques rondes qui sont la lettre θ et la lettre φ. Prenons la lettre φ tout d'abord. Cette lettre a été inventée par les Grecs. C'est pour représenter le son f aspiré qui n'existait pas en phénicien. On pourrait imaginer que le rond est un astre, une planète, et que le trait vertical est comme un rayon du soleil qui descend vers la Terre. Ne serait-ce pas un rayon de lumière? Et comment dit-on lumière en grec? Tout simplement photos, qui a donné les mots photon et photographie. De plus, le mot briller se dit phao, qui lui a donné le mot phare. Terminons avec la lettre θ. Là aussi, les Grecs ont inventé cette lettre pour le son t aspiré. On a vu que si la lettre omicron représente le récepteur, la lettre φ représente quelque chose qui brille, c'est-à-dire l'émetteur. Mais qu'en est-il de la lettre θ? Si le cercle est, comme on l'a vu, un œil, le point au milieu représente peut-être la pupille de l'œil, ce qui permet de regarder. Et comment dit-on précisément regarder en grec? Cela se dit théa, qui a donné le mot théâtre. Ainsi, la lettre θ, la troisième lettre ronde, pourrait représenter l'idée de réception de la lumière. Et l'on comprend alors pourquoi on a trois lettres rondes. L'émetteur, le récepteur et la réception de la lumière. Mais quelle est la finalité de ce codage acropictographique? Je rappelle, acropictographique, c'est lorsque le mot admet son initiale comme pictogramme, comme on l'a vu tout à l'heure avec Hyacinthos par exemple. Eh bien tout simplement, cela permet d'écrire et de lire. Il suffit d'apprendre pour chaque lettre le mot acropictographique correspondant. Si je suis un jeune grec, pour écrire le mot pas, je prononce le son P qui me fait penser à puller, peu comme puller. Je dessine la porte des lionnes, me permettant d'écrire la lettre P. Je pense au son A comme acrone et je dessine un sommet, une pointe. Je retrouve ainsi le son pas à l'écrit. Réciproquement, pour lire, par exemple, la syllabe pas, je reconnais comme première lettre une porte qui se dit puller, et donc le premier son est un P. Je reconnais un A comme acrone, et donc le deuxième son est un A, ce qui me permet de lire pas. Pour terminer, parlons de l'écriture du mot Dieu, déesse, en grec puis en latin. D'abord, en grec, Dieu, déesse, se dit théos, théa. Puisque les suffixes os et a signifient le masculin et le féminin, respectivement, la syllabe T est représentatif de ce qui est divin. Il n'y a donc plus qu'une consonne, θ, pour dire Dieu, déesse. On a vu que θ pouvait signifier regarder, puisque c'est un œil et sa pupille. Le mot théa a aussi un sens plus fort qui est celui de contempler. La contemplation étant cet état qui nous met à l'unisson avec l'univers et la création et nous fait percevoir ce qui est divin.
Passons maintenant au mot Dieu, déesse en latin. Deus, dea. De même qu'en grec, les suffixes us et a, en latin, concernent le genre de Dieu, déesse, respectivement. Ainsi, seule la syllabe dé peut représenter ce qui est divin. À vrai dire, cette syllabe se réduit à la consonne D, seule, car si l'on considère l'autre mot parlant du divin, qui est le mot divinitas, D est la seule lettre commune entre Deus, Dea et divinitas. En grec, le D existe aux côtés du delta pour exprimer le son D. On peut l'associer au mot dia, qui veut dire séparer, passer au travers, diviser. Le D étant le résultat de la division dans le mot diamètre, qui est cette ligne qui sépare, qui divise le cercle en deux demi-cercles égaux. Le mot dia a donné le mot grec diabolos, diable, qui est littéralement celui qui divise, qui sépare et désunit. En revanche, en latin, le D pourrait être associé au mot qui signifie demi-lune. On en trouve 4, qui sont dichotomos, decrescens, dimidius et defectus lunae. La lune étant associée au cycle menstruel de la femme, la lettre D pourrait aussi être associée de façon symbolique à la fécondité féminine. Pour conclure, l'alphabet parle de l'homme, de la femme, de l'animal et même des dieux et des déesses. L'alphabet serait-il anthropomorphique, attribuant des caractéristiques, des comportements et une morphologie humaine? L'alphabet s'affranchit des races. Il est donc une représentation universelle de l'humanité.